Comment poser une bonne question? La formule est simple, la pratique subtile, l'entraînement attentif. Mais vous, avant toute chose, est-ce que pour vous, poser une question est justement quelque chose de simple? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez de difficile? Et si oui, qu'est-ce qui est difficile pour vous quand vous cherchez à poser une bonne question? Dans cette vidéo, je vous propose déjà d'appréhender les 7 principales erreurs de questionnement. Je vous proposerai ensuite d'appréhender les 4 conditions d'une bonne question, puis une méthodologie en 4 étapes afin que la question soit la plus appropriée possible. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous trouvez mon contenu de qualité et utile pour vous, d'activer les notifications et surtout de mettre un petit pouce bleu, ce qui me donne l'information que vous appréciez ce travail. C'est parti. Si je me mets à côté de ce globe, qui est juste à côté de mon bureau, c'est parce que ce globe me donne constamment des rappels dans mon travail, dans mes activités de dirigeant, de chercheur et d'accompagnateur professionnel. L'un des grands enseignements que j'apprécie ici, c'est vraiment ce rappel de la latitude et de la longitude. La longitude me donne des repères de temps. C'est ce que nous avons d'ailleurs en étymologie, c'est l'évolution du mot dans le temps. La latitude, elle, me donne des informations de gradation. C'est ce que nous avons ici entre l'équateur, le pôle Nord et le pôle Sud. Vous avez des gradations de chaleur. La notion de bonne question est très intéressante parce que finalement, elle renvoie aussi à cette qualité de gradation et de temporalité. Où est-ce que je dois chercher l'information et pour quelle qualité, pour quelle gradation? C'est ce que je vous propose maintenant. Clarifions d'ores et déjà ce que les deux mots bonne et question signifient. Le mot bon vient du latin bonus qui signifie favorable, convenable, approprié. C'est donc ici un aspect important car lorsque je vais chercher à poser une bonne question, j'intègre d'ores et déjà l'idée que la réponse me soit favorable, convenable, estimable. Donc il y a ici une condition de qualité et cette condition de qualité, elle est d'ores et déjà posée. Le mot question est important ici, cela vient du latin quaestio, et quaestio signifie rechercher, examiner, scruter. Nous avons une proximité avec le verbe enquêter, inquero, qui là encore revient à rechercher. C'est un terme approprié aux enquêtes criminelles, que l'on peut d'ailleurs appliquer dans le domaine scientifique, dans le domaine quotidien du management. On doit rechercher, examiner un problème, on doit rechercher une solution, bref, tout ce qui permet de pouvoir trouver quelque chose qui manque. S'il y a bien quelque chose d'essentiel dans la bonne question, c'est de recevoir une information qui me manque. En effet, le propre d'une question, c'est de combler quelque chose qui manque. J'insiste dessus, combler quelque chose qui manque. Ce qui implique aussi une autre idée essentielle, c'est de trouver une information utile. Le mot utile est très important dans une bonne question. Pourquoi? D'abord, le mot vient du latin utilis, il signifie littéralement qui apporte un avantage pratique et surtout qui apporte un résultat supérieur à l'existant. Il y a donc quelque chose de concret, de pragmatique, de fondamentalement utilisable. Donc il y a dans une bonne question à la fois quelque chose qui est estimable, qui est avantageux et qui apporte un avantage pratique. Tout ce qui sort de ça ne relève plus du questionnement en tant que tel. C'est ce que nous allons voir aussi dans quelques instants, par opposition à l'interrogation, interroger. Questionner n'est pas interroger. Questionner répond à 3 demandes. La première demande, c'est qu'est-ce qui me manque? Que me manque-t-il? La deuxième demande possible, c'est qu'est-ce qu'il te manque? Que te manque-t-il? La troisième demande possible, c'est qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions avancer? Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions résoudre cette situation? Le manque est, comme je l'ai dit, le mot essentiel, puisque s'il y a manque, il faut rendre présent quelque chose. On a aussi cette idée du vrai. La question recherche le vrai, c'est-à-dire ce qui est conforme à la nature des choses. Tout ce que je vais recevoir par rapport à mon questionnement doit être conforme à la nature des choses et ne pas dévier. C'est pourquoi d'ailleurs, nous évitons de rechercher la vérité étant toujours le vrai subjectif, c'est-à-dire ce qui est déjà potentiellement déformé par l'esprit de la personne qui commence à arranger la réalité de sorte que ce soit plutôt convenable pour elle que pour nous ou pour la situation. J'observe depuis plus de 25 ans auprès de milliers de professionnels accompagnés les mêmes erreurs que j'ai organisées en 7 grandes erreurs que je vous propose maintenant.
La première grande erreur, c'est la question qui vise à se réassurer. Le professionnel manque d'assurance dans le dossier, dans la situation, en lui-même. Et la question qu'il pose vise avant tout à se rassurer. C'est la première erreur. Pourquoi? Parce que ce genre de question n'est ni estimable, n'est ni utile et n'apporte rien de concret pour avancer, pour compenser ce qui manque, à part le sentiment d'assurance. On le raye tout de suite. La deuxième erreur que j'observe le plus souvent, eh bien, c'est une chaîne de questions, une suite de questions, généralement de 3-4 questions. La personne qui pose la question ne sait pas ce qu'elle veut trouver. Elle ne sait pas ce qui lui manque. Comme elle ne sait pas ce qu'elle doit trouver, ou comme elle ne sait pas ce qui manque, ou comme elle ne sait pas ce qu'elle veut rendre présent, alors elle tourne en rond. Et la seule manière de le faire, eh bien, c'est de tâtonner, un tâtonnement par question. Là encore, deuxième erreur, on la supprime tout de suite. La troisième erreur clé, qui découle de la deuxième d'ailleurs, eh bien, c'est ne pas savoir ce que l'on cherche. On ne sait pas quel résultat l'on veut atteindre. On ne sait pas ce que l'on veut rendre effectif. Comme on ne sait pas, on pose des questions abstraites, on pose des questions d'intérêt général, on pose des questions rhétoriques. Et ces questions peuvent faire gagner beaucoup de temps, on peut avoir ce qu'on appelle un échange, mais on n'aura rien d'utile. Ce genre de questions, pareil, on la supprime. Il faut être clair sur le résultat escompté, c'est-à-dire le où l'on va et le quand veut-on arriver. Ce qui renvoie ici à mon globe. La quatrième erreur, et elle est certainement beaucoup plus fréquente que l'on peut imaginer, eh bien, c'est l'erreur qui vise à justifier une opinion, qui vise à justifier une action. Nous sommes ici généralement dans une projection personnelle sur l'autre. Je pose des questions parce que je veux valider mon opinion. Ça, c'est des erreurs de débutants, et c'est surtout souvent des erreurs qui ont soit un problème de positionnement légitime, ou d'autorité, ou qui veulent garder le contrôle sur l'autre. Ce qui d'ailleurs nous amènera tout à l'heure à la sixième erreur clé. La cinquième erreur, et elle est souvent considérée comme une bonne question, eh bien c'est l'erreur qui vise à valider une règle instituée, qu'on connaît communément sous le mot de maïeutique. Cela fera certainement réagir certains et certains d'entre vous, mais attendez la fin de mon explication. La maïeutique, socratique, vient de cette grande technique grecque qui était l'aïronia. Et l'aïronia, c'est la modalité par laquelle on questionne en feignant l'ignorance. C'est le fond d'entente qui a donné lieu d'ailleurs à la maïeutique, celui qui accouche des idées de l'autre, mais avec l'intention cachée que ce qui est accouché soit ramené à la vraie vérité. La maïeutique, ici, est une erreur puisqu'elle ne permet pas d'accéder à une information dite utile qui nous permet d'avoir une information pratique concrète. Ce type de question est absolument parfait quand on interroge quelqu'un, mais pas quand on le questionne. La subtilité vaut d'être posée. La sixième erreur, c'est la manipulation de l'esprit de l'autre. Nous posons une question en faisant croire à quelqu'un qu'on le conduit là où cette personne veut aller, où ce quelqu'un veut aller, alors qu'on l'amène là où nous voulons aller. Enfin, la septième erreur, c'est de juger un savoir. Nous sommes ici dans une erreur qui a toutes les couleurs de la bonne question. Pourquoi? Parce que là encore, nous sommes plutôt dans interroger. En effet, juger un savoir, c'est juger au regard d'une norme, c'est juger aussi au regard de la justice, au regard du droit. Il y a ici, dans juger un savoir, l'idée de vouloir argumenter et donc de ce fait potentiellement aller dans le convaincre, convincere. J'ai traité ça dans ma vidéo influencée que je vous invite à redécouvrir. Tout y est très détaillé. Voici les 7 erreurs qu'il faut absolument éviter de commettre quand on veut poser une bonne question. Et vous, parmi ces 7 erreurs, est-ce qu'il y en a certaines que vous pratiquez en étant persuadé que vous posez une bonne question? Écrivez-moi vos réponses en commentaire. Les 7 erreurs étant posées, je vous propose maintenant d'aborder les 4 conditions d'une bonne question. Bonus quaestio, d'accord? Bonus quaestio, c'est-à-dire favorable, estimable, convenable, recherche, examen, au regard de quelque chose que l'on veut être utile, concret, pratique, qui apporte un résultat supérieur à l'existant. J'insiste bien dessus, en apportant, en rendant quelque chose de présent par rapport à quelque chose de manquant. Le premier point, je l'ai déjà abordé, c'est l'idée d'utilité. Je n'insisterai jamais assez dessus. Est-ce que votre question est utile? Ou est-ce que je pose une question pour me rassurer? Patati patata, je l'ai dit il y a quelques instants. Ça, c'est la première condition. Utile. La deuxième condition, c'est est-ce que ma question est objective? Ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que objectif, qui est composé du préfixe ob, posé à la vue,
implique de regarder, d'observer et non pas de comprendre. Dès qu'on comprend, on met en place un processus intellectuel qui sera généralement analytique. Ça a des avantages, cela a aussi des inconvénients. Est-ce que ma question est objective? Est-ce qu'elle permet de décrire quelque chose que lui et moi, que eux et moi pouvons regarder ensemble? La troisième condition, c'est est-ce que ma question va permettre de produire quelque chose de productif? Est-ce que je vais pouvoir fabriquer quelque chose, compenser quelque chose, élaborer quelque chose, manifester quelque chose, c'est-à-dire produire quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, de supérieur à l'existant? C'est un point essentiel, évidemment. La quatrième condition, c'est la condition d'effectivité. Est-ce que la question que je pose permet de mettre en acte, permet d'agir? Le verbe agir est un verbe important, il vient de agere en latin, qui signifie pousser en avant. C'est ce qui va permettre de faire, qui vient là encore du latin facere, c'est-à-dire réaliser quelque chose dans sa globalité, dans son entièreté, avec l'idée qu'il permet de durer au-delà de l'action elle-même et de ce qui a été fait. Voici les 4 conditions: utile, objectif, productif, effectif. Et vous, parmi ces 4 conditions, quelle est celle ou quelles sont celles qui sont pour vous les plus importantes? Utile, objective, productive, effective. Mettez vos réponses en commentaire et je prendrai le temps de les lire, c'est certain, et d'y répondre. Avant-dernière partie de cette vidéo, je vais donc vous proposer les 4 axes que j'utilise au quotidien en tant que dirigeant stratège, en tant qu'accompagnateur, en tant que chercheur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la bonne question doit pouvoir apporter une information, quelque chose qui manque. La question donc derrière, c'est existe-t-il? Est-ce que ce que je veux existe? Le premier axe de mon questionnement, qu'on retrouve avant tout dans le champ stratégique, dans le champ d'une enquête criminelle, c'est la corrélation. Les questions de corrélation visent à identifier les relations mutuelles dynamiques entre 2 points, 2 informations, 2 indices. Il y a une relation directe entre un point et un autre, comme par exemple séisme en mer, tsunami à terre. Il y a une relation mutuelle dynamique entre l'un et l'autre. C'est toute la différence avec une concomitance. 2 choses peuvent arriver en même temps, mais il n'y a pas de relation mutuelle entre les deux. Quand je pose une question de type corrélative, je cherche absolument à retrouver la relation entre ça et ça. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à tel résultat? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre en amont pour que cela arrive? Ceci est une question de type corrélatif. Pourquoi? Je cherche avec la personne à retrouver avec elle ce par quoi elle est passée, la relation mutuelle entre plusieurs points qui fait que c'est arrivé. Cela peut être soit à une modalité pratique, mais soit aussi à un environnement, à une situation, à une circonstance, à une opportunité, ce qui échappe complètement ici au raisonnement, puisque cela veut dire qu'il faut retrouver une information qui ne relève pas d'un processus intellectuel. C'est le premier axe de questionnement, c'est la corrélation. Gardez le C. Je vais vous donner un acronyme, le C. Le deuxième axe de questionnement, c'est l'analyse. Analyse, analysis en grec, est composé de ana et de lusis. Ana, aller de bas en haut, et lusis, dissoudre. C'est-à-dire qu'on cherche à identifier dans un ensemble l'élément qui va nous être utile. Dans une enquête criminelle, c'est ce qu'on fait avec l'ADN. On recherche un élément isolé pour retrouver une règle générale. Ici, l'identité du tueur, ou du criminel. On va faire exactement pareil dans le quotidien. Il faut que je retrouve une information générale. Je vais donc passer par l'analyse. L'analyse, c'est retrouver une règle générale d'un ensemble général à partir d'informations isolées. Le mot analyse, justement, est un des cas récurrents. La majorité des professionnels, que ce soit des managers ou des personnes du terrain, quand ils cherchent à solutionner un problème, ils nous disent, la quasi-totalité d'entre eux, je vais analyser le problème. Or, le mot analyse a une signification très précise qui correspond à une règle étymologique, un vrai étymologique. À ce moment-là, je leur pose simplement la question, quand vous dites analyse, que dites-vous? Cette question est une question de type analytique. Je cherche à réduire l'écart entre la vraie signification du mot et l'idée qu'ils s'en font, c'est-à-dire leur vérité subjective. Et l'enjeu ici, voyez mes mains, c'est de réduire l'écart ou de regarder l'écart entre une erreur telle que ce qu'ils disent n'est absolument pas ce qu'ils pratiquent, ou au contraire, une grande proximité en ce qu'ils disent est réellement ce qu'ils pratiquent. À ce moment-là, on peut donc valider la réponse. J'ai une bonne réponse, mais vous voyez qu'il a fallu que je pose la bonne question. Et pour poser la bonne question à ce moment-là, je savais qu'il fallait que je pose une question de type analytique. Ça, c'est le deuxième point. On a donc corrélé, on a donc analytique. C-A-K. Le troisième axe que j'utilise, c'est nommer.
Nommer est au cœur, là encore, de ma pratique de chercheur. La lexicologie, c'est trouver le bon mot. Je n'ai pas 600 dictionnaires pour rien. C'est pour avoir le maximum de vocabulaire à mon esprit prêt à être mobilisé. Je vais donc travailler sur les gradations de mots. Je vais travailler sur les spécificités des mots. Ceci afin de pouvoir aider la personne, surtout quand elle cherche à me décrire quelque chose et qui la frustre parce qu'elle n'arrive pas. Mais si, mais vous, mais comment vous dire, je ne sais pas comment. Mais si vous, ah là là là, vous voyez ce genre de manifestation, je l'ai très régulièrement, vous aussi certainement. Là, nommer est très important puisque je vais aider la personne par mon questionnement à tâtonner avec elle. Montrez-moi ce que vous faites, décrivez-moi ce que vous faites et je vais vous aider à nommer. Ma question à ce moment-là, ce sera de dire, est-ce que si je vous dis ceci, cela vous parle? Par exemple, la majorité des managers, lorsqu'ils me disent qu'ils veulent analyser un problème, soit ils corrèlent, soit ils mesurent, qui signifie apprécier des distances dans un espace. Et là, vous voyez qu'on n'est pas dans un rapport d'analyse. Le mot que j'ai nommé n'est pas l'analyse, mais bien nommé au sens de mesure. Je nomme et je pose une question qui vise à faire en sorte que la réponse, ce qui me donne à voir, ce qui rend présent, est concordant avec ce qui manque. Ça, c'est le troisième axe que je questionne. On a donc corrélé, C, on a donc analyse, A, et on a donc nommé N, can. Et le dernier, c'est E pour expliquer. Expliquer, qui vient du latin explicare, signifie ici dérouler. C'est un terme de physique, là encore. Vous allez sourire, mais à la base, quand on dépliait les voiles d'un bateau, quand on déplie un tapis, on appelle ça expliquer le tapis, expliquer les voiles. Alors, vous allez me dire, dans votre esprit, mais attends, mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'on a pu tellement évoluer? Ceci est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Toujours est-il, c'est que expliquer, avec le préfixe ex, c'est bien sortir, c'est rendre visible le processus complet, c'est rendre, donner à voir en dehors de ce qui est plié, explicare. Une bonne question qui vise à expliquer, c'est une question qui permet à l'autre de décrire un processus, le déplier sous nos yeux, voir qu'il nous montre. Montre-moi comment tu t'y prends. Allez, je vais avec toi, montre-moi où tu commences, montre-moi où tu termines. Et on va déplier toi et moi, le processus. Et toutes les questions que je vais poser vont dans ce sens-là. Parce qu'elles sont estimables, elles rendent visible une information manquante qui n'a jamais été nommée ou qui a été réduite à des concepts génériques ou à des idées générales. Je rends visible des informations manquantes majeures car elles sont pratiques, concrètes. C'est très utile pour les RH, c'est très utile pour les managers, c'est très utile pour les stratèges. Pourquoi? Grâce à ça, nous pouvons solutionner une situation, nous pouvons solutionner une problématique de succession professionnelle. Quelqu'un qui part à la retraite, qui occupe un poste depuis 20 ans et qui possède des savoirs uniques. Voici mon acronyme CANE, C-A-N-E, corréler, analyser, nommer, expliquer. Alors pour conclure, j'aimerais vous donner deux dernières informations qui, je pense, vous seront là encore très utiles. Ne les sous-estimez pas. La première information clé, elle est essentielle pour poser ma bonne question, c'est l'intention. Le mot intention signifie mettre l'esprit en tension, comme je bande un arc. Vous voyez, vraiment, je bande un arc. Si mon esprit n'est pas clarifié par son intention, c'est le cours des choses, c'est la force de l'autre, l'intention de l'autre qui vont justement avoir une influence sur mon esprit et qui vont m'amener à biaiser. Donc clairement, quelle est l'intention avec laquelle j'entre? Entendez aussi quel résultat est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je veux rendre effectif, productif? Si je ne suis pas clair sur l'intention, je raterai mes bonnes questions. Ça, c'est un point essentiel. Le deuxième point, le plus important, pour moi en tout cas, c'est la vertu mobilisée. Et cette vertu est une vertu d'indifférence. Je vois d'ores et déjà vos yeux s'écarquiller, voir votre étonnement, votre doute même. Vous allez vous dire, mais ce type est fou. Quel rapport y a-t-il entre l'indifférence et la vertu? Eh bien, d'abord, le mot indifférence, par opposition à différence, signifie sans préjugés. Il y a dans l'indifférence un principe d'être détaché de tout ce qui va être dit. Donc ce n'est pas du tout l'image négative, défavorable qu'on peut lui poser en général. Bien au contraire. C'est parce que je suis indifférent que je ne vais pas faire de différence, ce qui conduit souvent aux erreurs de questions que j'ai évoquées tout à l'heure. En tant que chercheur, justement, je vais adopter une vertu d'indifférence que j'entraîne. Je ne veux pas avoir d'a priori sur ce que je vais entendre. Je ne veux pas avoir de préjugés sur ce que je vais observer et entendre.
Et vous, comment vous parle cette fameuse vertu d'indifférence? Est-ce que vous êtes étonné par celle-ci? Est-ce que l'idée de l'entraîner pourrait vous être favorable? Vous avez apprécié cette nouvelle vidéo? Eh bien, là encore, je vous invite à activer les notifications, cliquez sur pouce bleu, évidemment, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de vous inscrire aussi à mon module gratuit dans lequel vous trouverez un grand nombre de bonus. Je vous laisse les découvrir.